Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Pascal de Isaguirre, président directeur général de Corsair. Bonjour et bienvenue. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Écoutez, première question très simple. Comment se profile l'année 2025 et quelles sont un petit peu les tendances pour l'été? Alors l'année 2025 se profile plutôt bien. On a un bon démarrage parce qu'on continue de surfer un petit peu sur toute la dynamique commerciale que nous avions eue l'année précédente. On a eu bien sûr l'épisode des émeutes contre la vie chère en Martinique, en Guadeloupe, mais finalement, ce sont des lignes, comme je le dis toujours, le trafic est assez résilient, donc est redémarré assez fortement. Les lignes africaines marchent bien, l'île Maurice a fait une très bonne saison sur l'hiver, et là on continue d'ailleurs cet été puisqu'on garde un vol direct pour la première fois pendant la saison estivale. On a des bons engagements de vente à l'été 2025. En tout cas, on sera en amélioration assez notable par rapport à l'été 2024, qui a été marqué, vous en souvenez, par entre l'effet JO et l'impact de la dissolution. Bon, ça n'avait pas été une très bonne saison été. Et là, pour l'instant, on continue à voir en plus une forte amélioration du coefficient de remplissage. Puisque là, sur les premiers mois d'exercice, nous qui a démarré le 1er octobre, on est à plus 3 points de coefficient de remplissage. Donc les signaux sont plutôt verts et pourtant, quand on regarde ce qui se passe dans le monde entre les États-Unis, le Moyen-Orient, bon, évidemment l'Ukraine, comment vous anticipez tout ça? On a la chance d'être sur un réseau assez à l'écart, assez à l'abri de tous les soubresauts géopolitiques dans le monde. Bon, on n'est pas sur l'Amérique du Nord, on n'est pas dans cette zone moyen-Proche-Orient, on n'est pas concerné effectivement par le conflit Russie-Ukraine. Donc en fait, on a des destinations qui apparaissent au contraire comme des valeurs refuges. Quand vous allez en vacances ou en déplacement dans un drôme, comme les Antilles ou comme la Réunion, vous êtes en France et donc on est à l'abri de tout ce qui trouble sur l'aspect géopolitique le monde. Donc on a la chance finalement d'être sur un réseau de lignes assez préservé. Les lignes africaines ne sont pas touchées aussi, elles ont d'autres sous-jacents pour leur développement, pour leur croissance. Donc en fin de compte, on est plutôt préservé et même plutôt des destinations refuges sur lesquelles on peut avoir même un effet report qui pourrait être un peu positif. Quelles sont vos relations avec les professionnels, notamment les voyagistes et les agences de voyage et est-ce qu'ils vous supportent dans ce développement? Alors, ils nous supportent au sens soutenir, parce que sinon, j'espère qu'on les irrite pas. Vous connaissez les relations parfois un peu tendues entre les distributeurs et les compagnies aériennes. Oui, mais alors nous, on a de très bonnes relations parce que, d'abord, il ne faut pas oublier que j'étais président de TUI dans une autre vie. Et donc, c'est un milieu que je connais bien. Voilà. J'ai la chance de compter beaucoup d'amis, beaucoup de relations dans ce milieu-là. Et puis moi, je vais vous dire, quand on est une petite compagnie comme Corsair, on ne peut pas se permettre de choisir ses réseaux, ses canaux de distribution. Nous, on veut croître, on veut se développer et on a besoin de tout le monde. Et donc, nous, on joue le jeu de la distribution B2B. Donc on cherche à avoir des liens étroits avec tous les tours opérateurs qui sont présents sur nos destinations et avec l'ensemble des distributeurs, que ce soit des groupies, des réseaux d'agences de voyage. Non, on est très œcuménique et très éclectique parce que de toute façon on souhaite avoir des bonnes relations avec tout le monde. Et je pense que les équipes commerciales de Corsair ont plutôt une bonne image d'ailleurs comme étant des équipes à l'écoute, réactives, agiles, qui essayent de répondre aux besoins. Donc nous on essaie de se caler sur les attentes de nos partenaires plutôt que l'inverse. Voilà. Il y a le sujet de l'Europe qui a prolongé l'examen du plan de restructuration. Où en est le dossier ? Alors, le dossier avance, vous allez me dire, il avance depuis un certain temps. Il faut être patient, voilà, donc il faut être patient. On va dire que c'est en bonne voie, vous savez, ça fait plusieurs mois, il y a des
quand même des contacts et des échanges extrêmement fréquents. Alors, non pas entre la compagnie aérienne et l'Europe, parce que vous savez que ça se passe par l'entremise, par l'intermédiaire de l'État français. Bon, je crois qu'on a répondu aujourd'hui à l'ensemble des questions, l'ensemble des interrogations, on a fourni l'ensemble des éléments de réponse, donc je pense que c'est en bonne voie. Et donc tout ça devrait se profiler soit durant cet été ou pour la rentrée. Vous êtes serein? Je continue d'être serein et je vais vous dire, je fais comme si j'avais l'éternité devant moi et vous voyez bien qu'on continue de travailler sur l'avenir, que ce soit sur le budget, sur la commercialisation de l'année prochaine, que ce soit sur l'image de marque, que ce soit sur le produit. On est toujours très actif, donc voilà, on continue de dérouler notre feuille de route stratégique. Corsair vient justement de dévoiler une nouvelle identité visuelle. C'est l'occasion de faire un petit retour sur l'histoire de la compagnie parce qu'elle a vraiment évolué, cette compagnie. C'est clair, c'est clair. Elle a beaucoup évolué, vous savez, parce que l'année prochaine, ce sera les 45 ans de Corsair. Donc, je veux dire, Corsair est une compagnie déjà assez ancienne. Hein. Je pense qu'après Air France, c'est la compagnie française évidemment la plus ancienne. Et même 45 ans de vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai qu'entre la compagnie Corse, hein, qui desservait la Corse, la compagnie de Nouvelles Frontières, à l'époque du charter, de la libéralisation du ciel aérien, etc., au gré des différents actionnaires, on a eu TUI, on a eu Intro, etc., il y a eu quand même moult évolutions. Bon, moi j'ai toujours souhaité que Corsair soit une vraie compagnie régulière, long courrier. Et là, on a fait le choix très clair de la premiumisation, de la montée en gamme. Donc c'est ce qu'on a voulu traduire à travers les codes de la marque. Hein. Et donc on a voulu traduire cela qui correspond à toute l'évolution que nous avons faite. Alors cette évolution, elle est quand même considérable si vous regardez un seul sujet, la flotte. Hein. On a quand même sorti les derniers 747 seulement à l'été 2020. Et le plus vieux, il avait 30 ans. Hein, et les autres, ils avaient 28, 29 ans. Bon, donc on sait que c'était des avions quand même fatigués et pas véritablement adaptés à la desserte de nos lignes. Bon, aujourd'hui, en rien de temps, en 3 ans, et je pense que ça aurait été, enfin c'est assez exceptionnel et il faut le souligner, on a réussi quand même à mener à bien la modernisation complète de la flotte, aujourd'hui composée à 100% exclusivement d'appareils de dernière génération. Donc l'outil industriel, il a été complètement rénové, complètement modernisé, complètement transformé. Regardez l'intérieur des cabines. Maintenant, nous revendiquons fièrement le fait d'avoir 3 classes Eco, Premium et Business. On investit beaucoup sur la qualité du produit parce qu'on tient à avoir un produit de grande qualité. Maintenant, on cherche à développer tout ce qui concerne l'aspect expérience client. Hein. D'ailleurs, c'est très simple. On n'a plus de direction marketing à l'intérieur de la compagnie, on a une direction expérience client. Voilà, parce que, bon, marketing, je ne dis pas que c'est un peu ringard, un peu obsolète, un peu démodé, mais on veut vraiment mettre l'accent justement sur la relation client. Alors vous le voyez à travers nos campagnes. La dernière campagne, c'est quoi? C'est assez symptomatique hein, d'ailleurs. C'est que Corsair ne dessert toujours pas la Corse parce que malheureusement, vous savez, faire évoluer une image de marque, c'est très long, hein, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de temps. Hein. Et il y a encore beaucoup de personnes, notamment les personnes qui n'ont pas encore voyagé à bord de Corsair, bon, qui ont peut-être des préjugés, des a priori, peut-être encore une compagnie charter, une compagnie low cost, on dessert la Corse. Donc voilà, donc on a voulu faire un clin d'œil à cela pour affirmer clairement, nous sommes une compagnie long courrier, d'ailleurs on est la 2e compagnie aérienne long courrier française, et voilà notre réseau de destination. Alors, vous avez une autre casquette, vous êtes le président de la FNAM. Oui. Alors, il y a le sujet des taxes, c'est un sujet qui vient, qui repart. Vous avez lancé notamment dernièrement un appel à un moratoire sur la fiscalité. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est un sujet qui va forcément revenir à un moment ou à un autre. Alors, c'est un sujet qui sera permanent. D'abord parce qu'on est en France, donc on adore les taxes. On a un taux d'imposition particulièrement élevé. Et quand on a des problèmes, une solution, c'est d'augmenter les taxes. Hein. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc là, évidemment, on est extrêmement vigilant dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2026. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir toujours la tentation récurrente chez certains d'augmenter les taxes.
transport aérien, c'est assez simple, hein, parce qu'on est un très bon collecteur d'impôts. Vous êtes d'accord? On ne coûte rien à l'État, on fait payer les taxes par les passagers, ensuite on reverse à l'État. Bon, donc c'est facile, c'est quasi immédiat et ça ne coûte pas cher à l'État. Bon, ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que malheureusement, et c'est ce que je cherche à combattre et ce qu'on cherche à combattre à la FNAM, c'est la perception du transport aérien, qui est encore, y compris dans les sphères du pouvoir, qui ont une vision biaisée du transport aérien. En gros, c'est encore un transport de riches pour des vieux franciliens voyageant pour des motifs futiles, si je vous caricature, mais c'est toujours un petit peu ça. Comme avait dit un précédent ministre, bon, qui est pas resté longtemps, qui n'est pas l'actuel, parce que l'actuel nous soutient. Et donc, je tiens à le souligner, l'actuel, c'est un fervent défenseur du transport aérien. Donc, un précédent ministre, quand je disais mais, les taxes, etc., je lui sortais toute mon argumentation, il m'a dit bah, écoutez, monsieur le Président, de toute façon, vous n'allez faire pleurer personne. Voilà, bon. Or, vous avez vu qu'on a sorti récemment une enquête d'opinion, une enquête sociologique sur qui sont les passagers et pour quels motifs voyagent-ils, qui dynamite complètement ce cliché. Mais les clichés ont la vie dure. C'est un peu comme les images de marque pour Corsair. Les clichés ont la vie dure. Le transport aérien aujourd'hui, c'est un mode de transport qui s'est démocratisé, qui s'est banalisé, qui est en voie de rajeunissement, qui est de plus en plus mixte socialement. L'étude l'a démontré. Mais malheureusement, on a encore le sentiment que finalement, quand on taxe l'aérien, on fait payer les riches. Et puis, s'ils voyagent pour leur plaisir, finalement, voilà, c'est normal qu'on les taxe. Donc, beaucoup de travail à faire, même si on est très actif, mais encore beaucoup de travail à faire. Vigilance. Vigilance. Vigilance, là, je peux vous dire, on continue, on mène beaucoup d'entretiens dans les sphères ministérielles, justement, pour faire passer notre discours. On le fait en liaison, d'ailleurs. Alors ça, c'est un élément de satisfaction, et j'ai voulu aussi, comment dirais-je, développer ça, c'est que, vous savez, l'union fait la force. Voilà. Si la FNAM parle seule, c'est bien. Si la FNAM parle avec d'autres, c'est mieux. Donc on s'est beaucoup rapproché, par exemple, de l'Union des aéroports français. On s'est beaucoup rapproché, bien sûr, des entreprises de voyage avec Valérie Bonnède. On s'est bien sûr beaucoup rapproché du CETO avec ex-René Marc Chicly et maintenant avec Patrice Karadec. On s'est beaucoup rapproché de la CAT, la Confédération du tourisme, avec Jean-Virgile Crans. Donc voilà, il faut qu'on fasse, comment dirais-je, force, hein, et que l'on fasse remonter justement que le transport aérien, c'est aussi un élément de connectivité, c'est un élément d'attractivité touristique du pays. Hein. J'ai rencontré Nathalie Delattre dans un séminaire de la CAT. Pour développer l'attractivité touristique du pays, ça ne peut pas se faire sans un transport aérien fort. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci, moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club.